Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On y va pour le sommaire de cette émission, Le Mag qui vous fait découvrir aujourd'hui les coulisses du quotidien du métier de policier. Nous recevons aujourd'hui Abdoulaye Kanté, l'auteur de Policier enfant de la République, qui vient nous parler de son métier passion et de son envie d'aider son prochain. Avant tout, dans le Mag, il sera question des rixes entre jeunes, il y en a beaucoup en France. Cette question, comment rayer cette spirale de la violence. Et puis autre phénomène, le narcotrafic. Quel impact sur notre jeunesse? Là aussi, on se pose toutes ces questions dans un instant. Il y aura une loupe avec Alix. Oui, je vous parle de Graines de France, une initiative qui tend à recréer du lien entre les jeunes et la police. Et c'est important, c'est dans une dizaine de minutes. On y va. Et je vous disais, on accueille aujourd'hui en plateau sur School TV Le Mag, Abdoulaye Kanté. Bonjour Abdoulaye. Bonjour. Je me permets de te tutoyer, on se connaît un tout petit peu. Un petit peu. Alors, policier, pardon, et auteur de Policier enfant de la République, c'est aux éditions Fayard. Tout bon. Alors c'est une première pour moi parce que j'avais l'habitude de recevoir toujours des policiers quand il y avait toujours des choses de graves. Il me fallait une réaction à chaud. Je suis vraiment content je me permets encore une fois de te tutoyer aujourd'hui, de te recevoir aujourd'hui pour parler un petit peu bien sûr, on va faire l'état des lieux et de la prévention, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps d'en parler assez quand il y a des choses de graves et malheureusement il y en a souvent qui arrivent. On se repose quand on est policier? On se repose jamais, parce que le métier de policier, c'est H24, 7 jours sur 7. Tu vas pas motiver les jeunes, là, pour le métier. Mais en fait, quand on fait ce métier, c'est au service des autres. Donc tu le fais... Mais on en a conscience, quand on est à l'académie, quand on est à l'école de police, qu'on ne va pas compter ses heures, que c'est beaucoup de sacrifices? Non, je pense que dès le moment qu'on passe le concours, déjà, on sait d'où on met les pieds. Et c'est que, justement, c'est au-delà de sa personne, le métier de policier. On a beaucoup parlé des JO sur ce plateau avec Alix. On en parle beaucoup avec les élus, les édiles, les maires. Il y a eu cet effet JO. Il y a eu aussi un effet JO concernant la police? Oui, clairement, parce que quand on patrouillait, moi j'ai patrouillé avec justement des policiers même de Los Angeles, du LAPD, ceux qui vont d'ailleurs organiser les JO, les prochains JO. Et même... Ils n'étaient pas simplement là en repérage. Hein. Ah non, on peut dire qu'ils étaient, on va dire, là voir un petit peu ce qu'on faisait, mais aussi nous assister aussi pour les patrouilles, sur les contrôles, etc., voir un petit peu comment on travaillait. Et je peux dire qu'ils étaient très très bluffés, parce qu'on savait qu'on avait un modèle français, malgré certains qui avaient des doutes sur la bonne tenue des JO, mais en tout cas ça s'est très bien passé, et ils étaient très satisfaits, et franchement, ça aussi c'est une forme de fierté. C'est une forme de fierté, mais alors on en revient du coup à ma première question. Vous avez été en première loge du coup pendant les Jeux Olympiques, du coup on se repose jamais? On se repose, en fait, si tu regardes bien, le métier de policier, on est surutilisé énormément. Tu regardes depuis, on va dire bientôt 10 ans, il y a toujours des manifestations tous les samedis sur Paris. Donc on va dire que les policiers, les policiers sont toujours présents malgré tout, et on essaie de se reposer. Oui, on essaie d'avoir quelques jours de repos, mais bon, la vigilance ne faiblit pas. Et ce qui fait tenir le policier, c'est toujours l'envie d'aider, d'apporter secours à son prochain. Et protéger. Protéger, parce que je pense que quand on regarde aussi le métier de policier, donc si je prends les chiffres des appels 17, c'est 5 millions d'interventions par an, 9000 interventions par jour, et à l'heure où je te parle, donc une intervention toutes les 10 secondes. Donc ça montre un petit peu aussi cet engagement qui fait que les policiers sont, on va dire, systématiquement sollicités, mais ils essayent d'être là pour justement les autres, leur apporter de l'aide, les protéger, etc. Ça s'est dessiné à quel âge, cette envie de devenir policier? Je suis entré très jeune, moi, dans la police nationale, parce que justement, j'avais un parcours militaire en tant que marin, déjà. Donc, je suis entré à 17 ans dans la marine nationale, et ensuite, après... T'as un peu dévié? J'ai un peu dévié, mais bon, je suis resté sous l'uniforme, donc sous le drapeau, donc à 19 ans. T'as le mal de mer? Non. Alors, la chance, justement, c'est ça qui me dit. Pourquoi la bifurquer? Oui, mais parce qu'en fait, justement, bizarre, parce que moi, je quittais mon petit cocon familial, sachant que j'ai vécu au Mali pendant une dizaine d'années, et je suis revenu à l'âge de 15 ans en France, et après juste mon baccalauréat, donc je ne me voyais pas faire de longues études. Et c'est pour ça que c'est encore important aussi de mettre en avant aussi la filière professionnelle, parce que souvent, on dit toujours la filière générale, mais la filière professionnelle, c'est important parce qu'on apprend un métier. Au-delà de ça, dès que je l'ai eu, donc je me suis engagé dans l'armée. Et oui, donc c'est sur un bateau, donc 21 escales en l'Europe du Nord,
Donc ça peut être l'Islande, j'ai dépassé le cercle polaire, etc. Donc, quelque chose me dit qu'on ne se repose pas trop non plus non. quand on est Et comment s'est fait le choix de passer de la marine au métier de policier? En fait, quand j'ai quitté la marine, donc à la suite de mon contrat, donc je voulais prendre une année sabbatique et j'ai un oncle, je le dis dans mon livre, qui est arrivé, qui lui avait un peu le côté un peu militaire. Il me dit, toi, tu vas entrer dans la police. Donc je lui ai dit pourquoi pas. Donc j'ai passé le concours et à ce moment-là, là aujourd'hui, maintenant ça fait 24 ans. Ça fait 24 ans, et alors si on revient 24 ans en arrière, oui, désolé, comment ça se passe les premières fois où on se retrouve sur le terrain? Il y a de l'appréhension, il y a de l'excitation. Il y a à la fois une appréhension et aussi on est dans un autre monde en fait. On quitte un peu ce monde, on va dire, enjolivé, protecteur de la famille, etc. Et on est vraiment au cœur de cette société où il faut savoir absorber, on va dire, les mots de la société, les mots MEX. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas une éponge, d'emblée, vous êtes confronté déjà à des images qui sont quand même assez terribles. Je me souviens de ma première intervention quand même, c'était une femme qui était décédée. Première intervention, ça. Première intervention, qui était en état de décomposition. Et son fils aussi s'était suicidé. Parce que sa mère était handicapée, donc du coup, il supportait plus de la voir comme ça, donc il s'est suicidé. Mais ça, on l'apprend pas à l'école. On est préparé ça sur le plan psycho. Enfin, on peut pas être armé pour absorber ça. On a un grand problème en fait dans la police nationale où psychologiquement, on a du mal, on va dire, à pouvoir expliquer certaines choses. En fait, il faut que vous ayez ça en vous pour pouvoir le faire. Et on prépare, bien évidemment. Est-ce que la préparation est bonne? Je pense qu'on tend vers cela. Mais pour autant, c'est vrai que des fois, on n'est jamais préparé à avoir des ignobles. Et en termes de soutien psychologique, au jour le jour, ça évolue? Parce qu'on sait que la question du suicide chez les policiers... J'en parle parce que, en fait, la question du suicide dans le métier de policier, on est en moyenne à 50 suicides par an, ce qui est quand même énorme. Et c'est multifactoriel, en fait. C'est que, vous savez, quand vous êtes confronté à des situations qui sont difficiles, au travail, mais si derrière vous rentrez à la maison et que vous n'avez pas ce soutien psychologique, c'est vrai que c'est tout un mélange de tout, et à un moment donné vous pouvez passer à l'acte. Après, il faut avoir cette écoute. Souvent, dès qu'il y a un collègue qui disparaît malheureusement, donc je fais toujours un hashtag sur les réseaux sociaux, collègue parle-moi, parce qu'il suffit juste peut-être de dire comment tu vas, parce que vous savez... La petite question en plus. Ouais, c'est la petite question en plus peut-être qui peut... Mais au jour le jour, aujourd'hui, qu'est-ce que l'institution propose en soutien au quotidien? Parce que là, c'est l'après. Mais... pour être très honnête avec vous, il n'y a pas forcément de réponse. Il n'y en a pas forcément parce qu'elle essaye plus ou moins de faire de la prévention, du mailing, des affiches, etc. Mais je pense qu'il faut quand même, vous savez, comme on est dans un métier où on a besoin, on doit aider les autres. Et c'est vrai que nous-mêmes, c'est une forme de tabou. On se dit que si on doit nous-mêmes aider les autres, mais que nous, on a du mal à s'aider, c'est difficile de pouvoir parler. Et c'est peut-être un tabou, c'est un tabou chez nous. C'est un tabou. Comment on apprend à apprivoiser sa peur, justement, quand on est en intervention, quand on va sur le terrain? Et on sait que c'est de plus en plus difficile. Il faut faire fi de... C'est difficile parce que quand on met un uniforme, il faut enlever, j'ai envie de dire, ses émotions. Parce que... je vais vous prendre un exemple. Ça se fait automatiquement ou pas? À partir du moment où on met l'uniforme? Dès qu'on met l'uniforme, en fait, on se dit qu'on peut... Il n'y a aucune intention n'est anodine. Une petite anecdote très rapidement. J'ai été primo intervenant sur les attentats de novembre 2015. Et c'est vrai que le 13 novembre, je me retrouvais chez moi, j'étais en train de regarder le match. Ah oui. Et dès que ça a pété, donc tout de suite, j'ai vu mon appel, le téléphone sonner. Je me suis équipé et tout de suite, il fallait intervenir de suite, faire les constatations, recueillir tous les témoignages parce qu'il y avait du sang partout. Et aussi ce fameux 18 novembre à l'appartement de Saint-Denis, où j'y étais, où effectivement, juste après l'assaut du raid, il fallait trouver tous les traces et indices pour trouver vraiment les individus qui avaient fait sauter le Bataclan. Qu'est-ce qui a tant changé? Tu disais que ça fait 24 ans que tu es sur le terrain. Il y a 24 ans et maintenant, en ce qui concerne notamment le paysage en France, en ce qui concerne les jeunes. Le problème, c'est que je pense qu'il y a une forme de violence qui s'est un peu désinhibée. Une violence qui était, on va dire, qui existait, il ne faut pas le nier, qui était peut-être, on va dire, contrôlée parce que certains jeunes, on arrivait à, on va dire, un peu à les canaliser, à essayer de pouvoir les maîtriser. Mais aujourd'hui, on est rentré dans il y a une nouvelle génération qui est difficilement contrôlable. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi... plus jeune? Plus violente? Une jeunisation de la violence. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez avoir des jeunes qui peut-être âgés de 11, 12, 14 ans, qui peuvent s'adonner même carrément à des meurtres, justement. Donc, on a beaucoup parlé notamment de DBZ de mafia. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est le narcotrafic où ils baignent très facilement, où ils ont cette facilité.
C'est-à-dire qu'eux, ils sont soit derrière les barreaux ou à l'étranger, peuvent recruter à travers les boucles Telegram, Snapchat, où on sait que ces jeunes sont hyper consommateurs. Maintenant, la question est de savoir, c'est comment faire pour essayer d'empêcher cela. Il y a un triptyque, pour moi, qui me paraît qui est important. Prévention, ensuite la répression et surtout la sanction. Et donner sens aussi à la sanction. Parce que si on ne donne pas sens à la sanction, je pense que évidemment les jeunes vont continuer sans problème. Mais la prévention, vous la faites comment? La prévention, c'est faut sortir, on va dire, un peu du discours institutionnel. Je vous explique, parce que même moi, même en tant que policier, sur le terrain, je vais aussi aller voir les jeunes aussi avec une association où justement on sillonne la France. On a plus de 200 interventions, on fait un tour de France et on va leur parler. On écoute ces jeunes parce qu'ils ont peut-être une méconnaissance du métier de policier. Parce que quand ils voient des policiers arriver dans leur quartier, souvent c'est la confrontation. Mais quand un policier arrive et qui justement leur explique comment on fonctionne, mais on écoute aussi leurs critiques, ça me permet aussi un peu de faire bouger les choses. Et des fois leur expliquer, oui, si tu conduis sans permis, t'étonne pas que tu vas te faire contrôler. Déjà, de base, il ne faut pas conduire sans permis. Parce que quand un policier te demande de t'arrêter, il faut s'arrêter. Je fais un petit focus sur les refus tempérés. Parce qu'on a cette grande problématique aussi, c'est que souvent, nous avons des jeunes mineurs qui ne sont, qui n'ont pas le permis et qui conduisent des bolides. Et des fois, malheureusement, on leur dit que soit vous pouvez vous faire tuer, je ne dis pas par la police, mais soit vous pouvez tuer d'autres personnes. Voilà. Voilà sur quoi je tombe quand je tape le mot RIXE, R-I-X-E, sur le moteur de recherche sur Internet. Coup de feu, coup de batte, coup de hache, coup de couteau, parfois sur le chemin de l'école, d'autres fois ça se passe à la sortie d'école. Il y a souvent des blessés, il y a aussi malheureusement très souvent des morts. La violence chez les jeunes, c'est pas nouveau. Mais encore une fois, ce qui change, quand même le sentiment que c'est la gravité des actes et surtout, Abdoulaye Kanté, la récurrence. Oui. C'est une multiplication de ces actes. Comme j'expliquais, c'est qu'on est dans une nouvelle... il y a une nouvelle époque où on voit que des jeunes, maintenant, point à rien, point à regard, ou peut-être souvent, ils se montent la tête sur les réseaux sociaux, vont se dire, tiens, écoute, voilà, il a mal parlé à un tel ou une fille, on va aller le fracasser. Et le phénomène de RIXE, ça commence comme ça. C'est qu'à partir de 11-12 ans, je le vois. C'est vraiment un phénomène à part. On n'est pas dans le narcotrafic. Non, c'est vraiment rien à voir. Non, mais si on regarde bien aussi, les motifs, ce sont des motifs utiles. On le voit des fois, par exemple, des bagarres où, quand on interpelle certains jeunes, c'est qu'ils sont même incapables de dire même pourquoi même ils ont... Ils ne se souviennent même plus pourquoi ils ont participé à telle bagarre. Quoi. Juste simplement, voilà, par effet de masse, juste simplement, le suivisme. Le suivisme. Et quand on discute avec ceux-là, c'est qu'ils sont déjà dedans, mais après, des fois, certains ont un parcours. Des fois, ils entraînent aussi ceux qui, à la base, n'ont rien fait, mais peut-être pour avoir ce sentiment d'appartenance et se dire que, tiens, on est parti, excusez-moi du terme, on est parti les niquer, c'est bon. Et après, ça va balancer ces vidéos-là sur les réseaux sociaux. Donc, et après, on se vend sur les réseaux sociaux. On se vend sur les réseaux sociaux, et pareil, il y aura toujours cette espèce de surenchère, de plus en plus. Et c'est vrai que nous, en tant que policiers, donc on est très vigilants là-dessus, parce qu'on a ce qu'on appelle la plateforme Pharos, qui est une plateforme qui permet justement de détecter des contenus qui sont violents, et pour aussi les signaler. On incite aussi des fois les parents aussi, on sensibilise les parents pour qu'ils puissent faire attention, surtout bien contrôler les réseaux sociaux. Mais Abdoulaye Kanté et Pharos, ça marche très bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens. C'est pas qu'il n'y a pas assez de moyens, c'est que juste que simplement, il y a tellement de signalements que justement, il faut peut-être voir doubler, voire tripler même le nombre d'effectifs. On peut même faire x10, non? Mais je sais, mais ça c'est... Pharos, là on parle des RIXE, mais il s'occupe de tout. Oui, mais après, est-ce que la question aussi que je pose souvent, c'est est-ce qu'on doit tout attendre de la police? Est-ce qu'à un moment donné, la police et la justice, c'est le bout de la chaîne? Mais on va dire que le pilier de la chaîne, c'est quoi? C'est l'éducation, la responsabilité des parents. Tant qu'on ne responsabilise pas les parents, à un moment donné, ils vont se dire que l'État va tout gérer. Mais l'État ne peut pas non plus tout gérer. L'État ne peut pas refaire l'éducation. Mais si on se repose sur cette stratégie, on risque d'attendre longtemps, non? Pas forcément, parce que je pense aussi qu'il faut peut-être faire un choc de responsabilisation. Et ça passe par quoi? Ça passe par justement mettre les parents devant leurs responsabilités. C'est-à-dire que, à un moment donné, donc si vous n'êtes pas capable justement de tenir votre enfant, mais vous êtes à la fois sanctionné aussi comme votre enfant. Et peut-être que ça pourra faire bouger les choses. Et quand je dis sanctionner, ce sont peut-être des mesures qui sont... Et vous pensez que les parents, pardon de vous couper, ils se disent, tiens, j'ai mon enfant, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a ce comportement un petit peu d'effet de masse, un peu comportement moutonnier, où c'est pas forcément le leader qu'on va attraper. Donc il y a peut-être
un suiveur qui va effectivement qui va faire ses méfaits, qui va s'exprimer sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas sûr que les parents se disent tiens, mon fils va s'exprimer sur les réseaux sociaux sur tel ou tel méfait. C'est pour ça que la prévention a son importance. C'est que, bien évidemment, je pense que l'État, comme la police nationale, a ce devoir aussi d'informer aussi des dangers sur lesquels que les enfants peuvent être exposés face à ce phénomène de RICS. C'est que justement, il y a des outils qui sont déployés pour justement sensibiliser un peu plus, et l'école. L'école aussi, donc même aussi dans des programmes scolaires. J'incite aussi souvent l'éducation nationale, j'en discute souvent avec des professeurs, où j'interviens même aussi en école, où on explique un petit peu, voilà aussi la problématique des risques, des RICS. Et que souvent, ça commence des fois dans l'école, et ça se termine à l'extérieur. Et c'est vrai que le pouvoir de l'école s'arrête juste simplement à partir de la grille. Après, derrière, ils n'ont plus le pouvoir. Donc c'est vrai que je pense que dès le départ, il faut commencer à sensibiliser, à leur expliquer ces problématiques-là, avec aussi intervention de personnel, on va dire, extérieur, comme des policiers ou gendarmes, pour vraiment sensibiliser sur ces phénomènes qui peuvent vraiment être problématiques pour ces gamins. Pourquoi l'Île-de-France a fait des RICS, c'est sa spécialité? Une RICS sur 2 se passe dans la région, 91 cas sur 186, c'est des chiffres de 2020. Oui. Ouais, ce sont des chiffres qui sont... Et je pense ne parle pas de l'Essonne. Voilà, c'est ça. L'Essonne, c'est champion de toute catégorie. C'est un département aussi. Une RICS sur 4 se passe en Essonne. Parce que je pense qu'il y a encore... je pense que les chiffres sont assez vieux parce que ça a encore augmenté. En fait, 2020, ouais. Voilà, exactement. Donc ça a encore augmenté. Et c'est vrai qu'il y a le phénomène des réseaux sociaux. Les phénomènes des réseaux sociaux où on voit des multitudes de boucles Telegram, Snapchat qui, justement, font de la surenchère pour, justement... Et il y a cet effet aussi de masse qui diffuse. Souvent, c'est des bagarres et il dit tiens, voilà, hop, on va faire pareil. Et c'est ça le problème sur lequel on est confronté. Vous avez grandi dans un quartier populaire également. Ça vous donne quel regard sur les tensions entre la police et les jeunes ? C'était pas la même époque. Je sais qu'avant, même moi, même en tant que policier aussi, je pouvais faire des conneries. Et avant, quand j'étais jeune, je faisais des conneries. Je me faisais aussi attraper par la police. Mais après, c'était plus la même chose. En fait, il n'y avait pas ce sentiment de défiance ou même de manque de respect de l'autorité. Même si vraiment je faisais des bêtises, néanmoins, je respectais quand même. Mais les frustrations étaient les mêmes, le délit de faciès existait. Ça, alors, sur cette théorie par rapport au délit de faciès, je pense que... C'est pas une théorie. Alors, je vais pas choquer, mais je pense qu'il y a une réalité où je pense que même dans notre quotidien, que ce soit policier ou pas, on fait tous du faciès entre nous. Je pense que personne ne peut le nier. Maintenant, à savoir, est-ce que la police... On va être les pieds dans le plat. Est-ce que la police française est raciste ? Moi, je vous le dis clairement, non. Mais pour autant, oui, effectivement, il peut y avoir des comportements qui sont... Vous, au sein de la police, vous n'avez jamais subi de racisme ? Je l'ai subi, mais je l'ai dénoncé. J'ai dénoncé aussi ces comportements racistes. Donc on ne peut pas dire qu'elle n'est pas raciste. Mais est-ce que dans sa généralité, elle l'est ? Non. Nous sommes 152 000. Ce sera essentialisé. Souvent, des fois, souvent certaines personnes, dès qu'il y a eu effectivement un comportement ou un propos raciste venant d'un policier, souvent certaines personnes ont tendance à généraliser, essentialiser pour dire qu'ils sont tous comme ça. Et pourtant, comme je vous ai donné des chiffres et tout, on est 152 000 et ceux qui pensent que nous le sommes tous, c'est vrai que ce serait dommage de le penser. Donc oui, effectivement, il y a ces problématiques-là, mais elles sont sanctionnées. Et c'est vrai que j'incite souvent des collègues qui sont victimes ou même qui ont été auteurs de cela, de dénoncer. Parce que s'ils ne le dénoncent pas, forcément, moi aussi, ça me pose problème. Mais encore une fois, comme je vous le dis, je suis même l'un des seuls, je ne serais pas l'un des seuls, mais à le dire très fermement, que si vous êtes victime ou auteur de cela, voilà, vous avez rien à faire chez nous. En ce qui concerne les RICS, quel type d'intervention, parce que tu nous disais que tu intervenais effectivement dans les établissements, quelle intervention justement pour que ce soit vraiment impactant et pour que les jeunes arrivent à prendre conscience effectivement des dangers? Des séquences, des histoires, du vécu. Par exemple, qu'un gamin qui, tu le disais tout à l'heure, qui, pareil, par suivisme et tout, n'avait rien à voir dans l'histoire, ou même juste parce qu'il a suivi, et à un moment donné, il s'est fait reconnaître à la sortie de l'école, et il s'est pris un coup de couteau. Un coup de couteau comme ça, et il est mort sur place. Et pareil, cette surenchère. Donc des images chocs. Expliquer que ce gamin, montrer son histoire, au début dire que lui, il travaillait bien à l'école et que juste il était avec pote avec un autre, et au départ, il a vu que son pote était en train de se faire frapper, donc il est juste venu pour séparer, mais les gens pensaient qu'il faisait partie de Cédric, et donc voilà. Et c'est pareil. Donc vraiment leur montrer... Et les images chocs, ça marche ? Je me souviens qu'ils avaient tenté ça à un moment pour la sécurité routière.
Quand c'est dit que ça marchait pas forcément, que c'était pas le. Oui, parce qu'on sait aussi que sur les réseaux sociaux, ça banalise tellement un niveau de violence. C'est ça, c'est que justement, c'est que il y a tellement une banalisation en fait de la violence que des fois, certains même sont désinhibés, ça leur fait rien du tout. Au contraire même, pour eux, ils disent que franchement, j'aurais fait pire. J'aurais fait même pire que lui. Donc des fois. Il y a certains gamins qui, eux, ça les impacte, même ça les choque. Pour te dire, très honnêtement, il y a même des gamins qui étaient en larmes, en fait, quand tu leur montrais certaines images et ils ont eu ce choc en eux-mêmes. Et c'est vrai que je ne dis pas qu'on pourra sauver tout le monde. Je ne dis pas que tout le monde pourra, on va dire, adhérer à ce programme-là, mais ça va leur travailler. Ça va les travailler et quand ils vont rentrer chez eux, ils vont se dire effectivement, oui, voilà, je pensais à autre chose. C'est l'heure de la loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Et aujourd'hui, Alix, tu nous parles de Graines de France. C'est une initiative qui entend recréer le lien entre les jeunes et la police. Et oui, après les événements marquants de l'été 2023, la fracture entre certains jeunes et les forces de l'ordre semble s'être creusée davantage. Pour tenter de renouer ce lien, des initiatives citoyennes cherchent à redonner un visage humain aux forces de l'ordre. L'une d'elles est portée par l'association Graines de France, fondée en 2009 par Reda Didi. Elle a pour objectif de renforcer les liens entre les institutions et la population, particulièrement dans les quartiers populaires. L'association organise des rencontres entre jeunes et policiers et crée de ce fait des espaces de dialogue. En mars dernier, par exemple, des lycéens de Sarcelles sont allés visiter un commissariat. Ils ont pu découvrir le métier de policier. On leur a présenté de l'équipement, casque, gilet pare-balles. Ils ont aussi pu voir les cellules de garde à vue et aborder des notions de droit. Et au-delà de ces actions de rapprochement, Graines de France forme aussi ce qu'elle appelle de jeunes leaders et accompagne la police dans sa communication. L'objectif est de réduire les malentendus, de permettre aux jeunes de mieux comprendre les enjeux de la citoyenneté et de se responsabiliser face à la loi. L'idée étant, in fine, de favoriser une meilleure compréhension mutuelle. On écoute Reda Didi, le fondateur de l'association Graines de France. On a créé ce programme à destination des jeunes, Ma Cité va créer, Ma Cité va dialoguer, et tous ces programmes qui permettent de recréer du lien entre les jeunes et la police, parce qu'on part du constat qu'il y a une vraie méconnaissance entre les jeunes et la police. On le voit dans les différents territoires sur lesquels on travaille, qu'il y a beaucoup de questionnements de la part des jeunes sur ce qu'est ce métier de policier, ce que sont ces forces de l'ordre, ce qu'ils représentent, ce que représente leur uniforme, leur responsabilité, leur travail, parfois aussi les points noirs de ce qu'ils peuvent connaître de la police, notamment de ce qu'ils ont pu vivre ou dans les quartiers ou à travers leurs médias, et ils ont envie d'avoir des explications. Et de l'autre côté, on a aussi une forme de méconnaissance de la part des policiers vis-à-vis du jeune, où finalement, depuis la suppression de la police de proximité, il y a moins de liens. Il y a moins de liens entre les jeunes et la police. Alors que paradoxalement, il me semble que les policiers aujourd'hui seraient beaucoup plus proches et ont plus envie d'être dans une forme de police de proximité. Et Reda l'a dit, cette démarche s'inscrit dans une vision plus large de retour à la police de proximité, une approche qui mettait l'accent sur la présence des policiers au sein des quartiers, je le rappelle. L'idée est de recréer des relations de confiance au quotidien, plus que d'attendre qu'un incident grave ne vienne fissurer encore plus ce lien fragile. Le retour de la police de proximité est souvent cité comme une solution pour restaurer la confiance dans les quartiers. Quel est votre avis là-dessus ? Effectivement, moi je suis un enfant de la police de proximité, donc j'y étais quand elle a commencé et j'y étais aussi quand elle s'est terminée. Donc encore une fois, oui, c'est quelque chose qui était très utile parce que c'était des policiers qui lotaient dans des quartiers, qui connaissaient très bien leur secteur, qui connaissaient aussi tous les habitants. Et c'était aussi une manne d'informations aussi pour les services spécialisés, notamment pour les stupes, les renseignements généraux, etc. Donc oui, on peut le déplorer, mais aujourd'hui, je pense que ce serait difficile aussi un peu de la remettre parce qu'on sait que maintenant, quand les policiers rentrent dans les quartiers, sont souvent victimes de guet-apens, Mais c'était une erreur de l'enlever. Après, c'est des décisions politiques et malheureusement, après, nous, ça nous dépasse. En tant que policier de terrain, nous, ça nous dépasse. Mais je suis d'accord avec vous, c'est vrai que c'est quelque chose qui était une mauvaise idée. Interro surprise, Abdoulaye Kanté, un chiffre, 3,5 milliards d'euros. Ça vous évoque quoi ? C'est intégré au PIB ? Oui, c'est tout ce qui concerne le stupéfiant, et, les produits stupéfiants, le narcotrafic. Bon, alors, certains disent 3,5 milliards, en tout cas c'est le chiffre qu'a donné le ministre de l'économie.
feu, Bruno Le Maire, ça peut monter jusqu'à 6 milliards. On en est où aujourd'hui de cette lutte contre le narcotrafic? Le narcotrafic, en fait, c'est une pieuvre, on va dire, économique où, justement, il faut avoir à la fois énormément de moyens pour lutter contre cela, parce qu'on sait très bien que c'est quelque chose qui, tant qu'on n'aurait pas, on va dire, d'une grosse volonté, que ce soit politique ou même aussi de tout service, que ce soit policier, justice, et même aussi au sein des municipalités, on n'y arrivera pas. Le narcotrafic, c'est cette espèce de mastodonte qui, au départ, ce sont des superproductions de cocaïne, par exemple, qui viennent d'Amérique du Sud et qui envahissent nos ports. Et de là, après, je vous le dis, il y a eu un rapport justement sénatorial qui justement expliquait ces dangers, en fait, ce fléau qui arrivait. Ça parle de corruption et après, ça va dans toutes les couches de la société. Cannabis aussi, parce qu'on n'oublie pas qu'on est quand même les champions d'Europe de la consommation de cannabis. L'héroïne, on n'oublie pas aussi. Et toutes les drogues de synthèse. Toutes ces drogues de synthèse qui, de plus en plus, sont en train de se proliférer et qui sont devenues même limite très accessibles. Ouais. Et quand je vous dis accessible, c'est que maintenant, il y a eu, vous savez, le Uber Sheet et tout. Maintenant, les trafiquants maintenant sont tellement, on va dire, ingénieux qu'il faut que nous, en tant que policiers, on arrive à s'adapter. Mais si on doit s'adapter, ben, effectivement, c'est que ça passe aussi avec une amélioration notamment. Et comment on s'adapte, Abdoulaye Kanté, encore une fois, c'est la même question que tout à l'heure. Vous n'avez pas de moyens. Il faut qu'on ait... Ils sont richissimes. Oui, effectivement, oui, bien sûr. Ils sont très puissants. Bien sûr, mais c'est pour ça que c'est à nous aussi de s'adapter aussi face à cela. Quand je dis s'adapter, c'est qu'avoir les moyens, on va dire, techniques pour pouvoir aussi infiltrer ces réseaux. Je parle aussi au niveau cyber, parce que ça aussi, ça a son importance, parce qu'aujourd'hui, très difficile. Maintenant, ils ont compris d'être sur le terrain. Ils emploient des personnes, comme je vous ai dit, des gamins de 14 ans. Comment ils les recrutent ? Comme je l'expliquais, via les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils font des annonces via des boucles Telegram ou Snapchat. Il y a des annonces pour, par exemple, je te donne 1 000 €, tu vas me livrer ça, ou bien tu vas excuse-moi du terme, buter un individu. Et c'est un gamin, 14 ans, il n'a pas du gain, donc lui-même, il a un parcours qui est très difficile. Pas du gain, il est mineur, il dit qu'il va pas prendre. Et qu'il sait très bien qu'au niveau aussi de la justice des mineurs, forcément, il ne va pas forcément risquer grand-chose. Donc c'est pour ça qu'il faut changer de logiciel par rapport à l'approche aussi, notamment à la délinquance des mineurs, parce que aujourd'hui, il y a vraiment une situation qui est assez gravissime, dans le sens où il y a une jeunisation de la violence. Quand je dis jeunisation, c'est que c'est plus à l'époque des gars de 18, 19 qui peuvent, on va dire, s'adonner à ce genre de fait. Maintenant, c'est plus jeune. Et ça, vous l'interprétez comment ? C'est dû à quoi ? Encore une fois, c'est peut-être, je vais peut-être un peu être idéaliste, mais je pense que c'est un problème d'éducation. C'est que si on ne prend pas les choses à la base, et que si on manque cela, derrière, très difficile à rattraper. Très honnêtement. Un phénomène qui ne touche pas seulement les villes, les grandes villes, les petites villes, mais... La ruralité. Aussi la ruralité. Et c'est pour ça que je dis qu'ils s'adaptent, et vous le savez très bien. Quand on voit C'était très bien expliqué dans le rapport sénatorial. Bien sûr, ils s'adaptent, ils sont puissants et ils sont intelligents. Quand on voit que les villes de Marseille, parce que c'est vrai qu'on était très focus sur les villes comme Paris, Marseille ou certaines banlieues. 49 morts à Marseille en 2023. On ne va pas se focaliser sur Marseille, c'est partout. Non, mais même dans les petites villes, vous avez Aubagne, même aussi du côté de Rennes, vraiment dans certaines petites villes où vous pensez être tranquille, mais c'est vrai que même le phénomène de règlement de compte aussi arrive dans ces villes, que ce soit à Nantes, dans toutes ces choses-là, on le constate. Mais certains étaient en train de décrier aussi les opérations Place Net. Certains disaient que ça c'était de la com, etc. Mais je peux vous dire que c'est peut-être de la com, mais on sait que certains halls d'immeubles, où il n'y avait plus de trafic. Mais effectivement, ça se déplaçait un peu plus loin. Ça s'en est plus loin. Ouais. Il faut continuer. La France, championne d'Europe de la consommation de cannabis, ça veut dire qu'il y a quand même une demande. Et qui dit demande dit forcément une offre qui n'est pas prête de se tarir. C'est ça le problème aussi. Et après, ça revient encore au débat, faut-il légaliser ou pas ? Moi, mon avis perso, je pense que ce serait peut-être une forme de lâcheté de légaliser. Parce que si on légalise, est-ce que vous pensez que le trafiquant, du jour au lendemain, va se dire très bien, c'est parfait, donc on légalise, je vais ouvrir mon coffee shop, payer mon URSSAF, etc. Au contraire, justement, la demande illégale ne faiblira pas. Au contraire. Et on le voit même dans certains pays comme le Portugal, c'est pas pour autant qu'ils ont légalisé que la demande illégale a baissé. Et on sait aussi que c'est une question aussi de santé publique, dans le sens où il y a un rapport de l'ONU qui est sorti en 2021 qui expliquait qu'il y avait une augmentation d'admission de jeunes en addiction dans les services d'urgence. Donc oui, effectivement, ça va ramener de l'argent dans les caisses de l'État, honnêtement. Mais par contre, la demande illégale et le narcotrafic ne baissera pas du tout, au contraire. Alex. Donc comment vous imaginez les prochaines années ?
J'aimerais bien les imaginer de manière pacifique, on va dire de manière... oui, en espérant que ce fléau, on arrive, surtout de la violence, le phénomène de la violence, essayer de l'endiguer, de l'éradiquer. Après, quelles sont les solutions? Je ne suis pas politique, mais voilà, je sais que je suis un policier et je ferai en sorte toujours de protéger... on fera en sorte de protéger les personnes contre ce fléau. On a essayé de rester positif, mon cher Abdoulaye Kanté, effectivement. Abdoulaye Kanté, policier, auteur de Policier enfant de la République, c'est aux éditions Fayard. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Et on se reverra très bientôt, bien évidemment. Alix, on se retrouve demain. À demain. À demain pour de nouvelles aventures. Ciao.